Bien, si vous êtes d'accord, on va démarrer. Avant tout, permettez-moi, donc, au nom du Centre franco-iranien, de souhaiter la bienvenue à tous nos intervenants, mais surtout à tout notre auditoire. Cet événement, ce webinaire de ce soir, est le très exactement 78e événement que le Centre franco-iranien organise depuis sa création en 2016. Ce webinaire de ce soir qui est consacré au rôle de l'Iran globalement au niveau du continent asiatique se trouve également être le deuxième événement qu'on fait dans le cadre d'un cycle qui s'appelle l'Iran et son étranger proche. Et dès maintenant, je voulais vous prévenir que le 6 avril, on aura donc un webinaire toujours dans le cadre du même cycle qui va être consacré aux relations entre l'Iran et l'Irak, avec entre autres Monsieur Malbruno, qui est l'un des meilleurs journalistes spécialistes du domaine, avec donc Monsieur Fournol, qui est, sauf erreur de ma part, le seul avocat français à être basé à Bagdad, ainsi que Monsieur Théo Nencini, qui est un excellent chercheur sur cette question. Donc, maintenant ce soir, permettez-moi d'abord de présenter nos deux intervenants. Donc, moi-même ainsi que Monsieur Loïc Manac, on jouera le rôle de modérateur. Donc, d'abord, Monsieur Didier Chaudet. Monsieur Didier Chaudet qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là car il est en Chine. Il nous disait, il est pratiquement le minuit là-bas, donc vraiment, je le remercie. Donc, Monsieur Didier Chaudet, donc, c'est un géopolitologue basé en Chine. C'est un spécialiste de l'Afghanistan et de l'environnement régional de l'Afghanistan, à savoir bien évidemment l'Irak, mais aussi le Pakistan et globalement ce qu'on appelle l'Asie centrale post-soviétique. Et il est surtout contributeur régulier au niveau d'un excellent site qui s'appelle Asialist. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Éric Guillochon. Éric Guillochon, je le dis souvent à mes amis, pour moi, il représente l'exemple même du fait que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas qu'on n'a pas une véritable connaissance quasi encyclopédique des questions. Donc, il est le président du CINUP, qui est le comité interuniversitaire des Nations Unies de Paris, qui est l'une des plus grandes associations étudiantes françaises spécialisées dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales. Il est le host president de ce qu'on appelle le Harvard World Moon. C'est une simulation des Nations Unies. Il y a à peine une dizaine de jours. Donc, ils ont accueilli, sauf erreur de ma part, pratiquement 1000 étudiants d'une bonne trentaine de pays du monde. Euh, 1500 plutôt, avec Combien? 1500 de 109 pays, mais voilà. 1500 de 109 pays. Eh ben, heureusement que tu m'as corrigé, j'étais très très loin. Mais vraiment, c'est quelque chose de gigantesque. Et il est également l'auteur de beaucoup d'articles sur la géopolitique, à la fois de la Russie et de la Chine. Maintenant, en un mot, pourquoi on organise le webinaire de ce soir? Bah, tout simplement, notre objectif, c'est d'essayer de voir les convergences mais aussi les divergences qui peuvent exister entre Téhéran et Beijing. Et notre objectif, c'est aussi de voir quel pourrait être l'impact de ces convergences ou de ces divergences sur les relations à la fois entre l'Iran et la Chine, mais aussi au niveau de la situation régionale, mais aussi sur le rôle de l'Iran comme puissance régionale. Après, il va de soi que tout ce qui va avoir un effet sur la région du Moyen-Orient va également impacter d'une manière ou d'une autre les relations franco-iraniennes, mais aussi le rôle que la France peut jouer au niveau de la région du Moyen-Orient. Maintenant, permettez-moi donc de démarrer en posant une première question à, Monsieur Didier. Non, plutôt, je laisse Loïc te poser la première question. À toi, cher Loïc. Oui, donc la question c'était que penser de cet accord récent entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, donc qui va un peu rebattre
les cartes dans la région et surtout que penser de cet aspect un peu prise par surprise, comment a été prise par surprise les diplomaties occidentales. Donc, je vous laisse répondre, Monsieur Cholet. En fait, si les diplomaties occidentales ont été prises par surprise, c'est qu'elles n'ont pas suivi le dossier de façon assez poussée et peut-être qu'elles ont mal compris quelle était la logique chinoise. La logique chinoise, en fait, euh, c'est une diplomatie, c'est ce qu'on appelle une diplomatie de quasi-médiation. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas forcément à imposer à point de vue, elle ne cherche pas à être forcément leader dès le départ, elle est prête à utiliser ce qui a été fait avant par d'autres acteurs si ça va dans le sens de ses intérêts nationaux. Et cet accord Iran-Arabie saoudite, c'est exactement ça. C'est le sentiment qu'un travail avait déjà été fait en amont, par l'Irak notamment, qu'il y avait un désir régional aussi. C'est assez intéressant de voir ce qui se dit au niveau des analystes chinois sur cette affaire. J'invite notamment les gens qui s'intéressent à la politique, sur la politique étrangère chinoise à voir ce qui a été dit à l'Institut du Moyen-Orient, à l'Université des études internationales de Shanghai. Le directeur Liu Zhongming a expliqué très clairement les choses. L'Iran et l'Arabie saoudite se sont opposés pendant des années, avec du côté saoudien l'aide des États-Unis. Ça n'a pas marché. Les deux pays se sont épuisés. Et aujourd'hui, les deux pays ont besoin de leur stabilité interne et de bonnes relations à l'extérieur. Et ça va exactement dans le sens des intérêts chinois. Donc, naturellement, il y a eu un soutien. Mais ce soutien ne veut pas dire prise de responsabilité. La politique étrangère chinoise se concentre sur les intérêts nationaux chinois qui sont d'abord des intérêts régionaux. Et il s'agit aussi de garder un certain statut à l'international. Ça fait partie de la défense des intérêts nationaux, de ne pas être qu'une puissance régionale, mais d'être une puissance internationale que tout le monde écoute. Mais ça ne veut pas dire forcément s'imposer. Ça veut dire parfois bifurquer. Regardez ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu des tensions dans la mer de Chine méridionale ou avec Taïwan. À chaque fois, la diplomatie chinoise a pris par surprise la diplomatie occidentale, non pas en entrant dans la confrontation forcément, mais parfois en la contournant. Vous opposez à nous sur la mer de Chine méridionale, on développe les nouvelles routes de la soie. Vous parlez d'une guerre avec Taïwan, on fait la paix au Moyen-Orient. Et c'est appuyé bien sûr par une diplomatie dont on ne parle pas toujours de la qualité. Je suis marqué notamment par les jeunes diplomates chinois qui sur place apprennent la langue, creusent différents sujets liés au pays, ce qui leur donne un avantage sur le long terme là-dessus. Je ferai un parallèle avec la diplomatie russe, qui est souvent appuyée par des personnes de grande qualité qui connaissent les zones. Hyper intéressante. Eric, une question. Enfin, deux questions plutôt, si tu peux les mélanger et répondre. Pourquoi est-ce que les États-Unis, quand même, c'est un pays qui a une certaine influence pas sur l'Iran, mais en tout cas sur l'Arabie Saoudite, vu les relations qui existaient dans le passé. Pourquoi les États-Unis ont laissé faire, ont donné la possibilité à la Chine de jouer ce rôle? Et en liaison à ça, quel est à ton avis le regard des pays de la région sur ce rôle que la Chine joue pour la première fois dans l'histoire du Moyen-Orient? Merci pour ces questions. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être aussi nombreux. Alors, pourquoi est-ce que les États-Unis ont accepté que l'Arabie saoudite fasse cette paix? Il y a plusieurs aspects. Déjà, il y a une forme, je pense, d'indépendance qu'a créée l'Arabie saoudite vis-à-vis des États-Unis. Non pas que l'Arabie saoudite était un vassal états-unien, loin de là, mais ça s'est fait sur plusieurs aspects. Déjà, il y a quelques années, il y a eu des accords commerciaux assez remarquables, notamment entre l'Arabie saoudite, mais aussi à travers les pays de l'OPEP, sur le fait de pouvoir acheter du pétrole en yuan. Ça, c'est une chose assez remarquable.
qui ont mis quand même mal à l'aise déjà la puissance du dollar, mais même en général, c'est un point politique qui est quand même très fort. Euh, il y a aussi une grande modification, on en parlait justement tout à l'heure, c'est l'aspect enfin, l'élection de Joe Biden a changé beaucoup de choses sur la vision de la politique étrangère américaine. Une politique étrangère sous Trump était une politique très pragmatique, parfois faisant fi des valeurs, ce qui est compréhensible ou non, c'est à l'auditoire de décider. La politique étrangère américaine sous Joe Biden, elle a changé. Et ça s'est fait à travers plusieurs aspects, pas uniquement grâce à Joe Biden ou Kamala Harris, mais grâce à plusieurs forces dans le camp démocrate, et qui vont être dans une promotion réelle et convaincue des droits de l'homme, et qui, en fin de compte, font que l'Arabie saoudite devient un pays dérangeant. Et promouvoir cet aspect-là, tout en voulant avoir un poids sur l'Arabie saoudite, c'est gênant. Et alors, il y a un autre aspect, après, c'est ce qu'on appelle l'aspect humain. Je me souviens d'un de mes professeurs qui me disait que le huitième aspect d'analyse des relations internationales, c'est l'homme. Si vous vous souvenez bien, le 7 décembre dernier, Xi Jinping s'est rendu, alors je crois à Riyad, pour rencontrer notre ami donc Ben Salman. Et ils se sont très bien entendus. Et ça, c'est un aspect qui, je pense, a joué énormément. Et dans un sens aussi, peut-être que l'Arabie saoudite se rend compte qu'il y a une forme de déclin de la part des États-Unis, que l'Arabie saoudite a aussi cette capacité de vivre elle-même, et puis de faire du commerce avec la Chine. Voilà. Et quel est le regard des pays régionaux? Alors, je suis moins un expert de la région que M. Chaudet, mais je pourrais l'évoquer. Je pense que beaucoup de pays régionaux voient ça d'un bon œil, parce que finalement, déjà cette paix, enfin, si vous vous en souvenez bien, le Yémen, c'est le pays le plus frappé par le terrorisme en nombre de morts. Et c'est frappant, hein, si vous regardez les statistiques. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais je pense que Loïc Manac On ou encore frôle les Olivier. 100. Alors, uniquement lié au terrorisme, on est sur les 30 000 morts, hein, rien que sur la période des 10 dernières années. C'est ça. Et la guerre en tout fait entre des chiffres entre 300 000 et 400 000. Donc, C'est ça. Donc, c'est quelque chose d'assez remarquable. Et il y a cet autre aspect qui est l'aspect du commerce. Et les pays de la région, en fait, comprennent que finalement, une paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est un retour d'un commerce en quelque sorte plus pacifié et moins d'opposition. Enfin, vous imaginez bien que si vous habitez, par exemple, dans une rue et que vous avez deux voisins qui se tapent constamment sur le crâne, c'est pas très agréable. Si un jour ils arrêtent de se taper sur le crâne, finalement, vous êtes plus enclin à partager, à parler l'un avec l'autre, et vous n'avez pas besoin de choisir un camp. C'est le cas de beaucoup de petits États de la région qui se sentaient obligés de choisir un camp. Maintenant que les relations sont améliorées, je ne dirais pas qu'ils sont amis, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est déjà beaucoup plus simple, et je pense que ça a été très bien reçu, et le jeu de la Chine dans la région a été très très bien orchestré. Pardonnez-moi une petite parenthèse. Si on coupe toutes les vidéos, c'est uniquement pour éviter que tout à coup la bande passante ne soit saturée et qu'on perde la qualité des vidéos, hein. C'est uniquement pour ça. Donc, à l'attention de l'auditoire. Et sachez qu'on va garder une bonne demi-heure pour les questions-réponses. Donc, dès maintenant, n'hésitez pas à écrire vos questions sur la partie discussion. Comme ça, on va pouvoir les poser à la fin. Loïc, à toi. Alors, juste avant de vous adresser une question, M. Chaudet, sur la situation afghane, j'aimerais juste poser une toute petite question encore en lien avec cet accord, qui était, est-ce qu'on peut considérer que MBS, pour rappeler les jeux du pouvoir, notamment ce fameux Hotel Carlton de Riyad, où de nombreux milliardaires milliardaires saoudiens avaient été un peu pris en otage par MBS, est-ce que MBS, qui finalement est un pur produit de l'administration Trump, de cette diplomatie étrangère un peu plus musclée, ne fait pas justement un juste retour de bâton envers Joe Biden? On avait bien vu l'accueil qui avait été réservé à Joe Biden quand celui-ci avait demandé à l'Arabie saoudite d'augmenter les quotas de production de pétrole. Est-ce que finalement, ce n'est pas un retour de bâton de MBS, c'était un ami de Trump, les relations entre les deux, ça passait plutôt bien. Et aujourd'hui, il y a aussi, comme l'a évoqué Eric, et comme vous l'avez évoqué, M. Chaudet, du personnel.
Et bien là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question personnelle entre MBS et Joe Biden? Donc, je vous laisse répondre. Je vous avoue que mon approche là-dessus serait un petit peu, serait un petit peu différente. Pour moi, ça n'est pas une question de personne. J'ai regardé le développement saoudien sur cette question-là, d'abord dans une logique de rapport Chine-Arabie Saoudite, parce que je ne suis pas stricto sensu spécialiste de l'Arabie Saoudite. Moi, je suis un peu plus à l'est, plus monde persan que monde arabe. Mais malgré tout, ce qui est assez marquant, c'est que euh, ce plan de paix va dans le sens des intérêts saoudiens également à plus long terme. La vision 2030, le développement économique, faire en sorte que les investisseurs qui doivent préparer la période post-pétrole n'aient pas peur quand ils investissent en Arabie saoudite. Et pour ça, on a besoin de cette stabilité. Je vous ai évoqué l'analyse chinoise un petit peu plus tôt. Elle peut sembler assez simple, mais elle fait totalement sens. L'Arabie saoudite s'est opposée à l'Iran. Il y a quelques années, ils voulaient faire tomber la République islamique et ils se rendent compte non seulement que ça n'est pas possible, mais qu'en fait, ils s'épuisent à essayer d'obtenir quelque chose qui n'est pas forcément à 100% dans leurs intérêts. Le but, c'est le développement de l'Arabie saoudite. Le but, c'est de préparer l'après-pétrole. Pour ça, on a besoin d'investisseurs internationaux. Et on a besoin d'investisseurs internationaux qui ne sont pas forcément toujours sur la coupe des Occidentaux également. Donc, il faut se tourner vers l'Est, plus vers l'Ouest. En fait, quand vous regardez les transactions commerciales du Moyen-Orient, notamment des pays du Golfe, ça se fait beaucoup plus vers l'Asie que vers l'Europe ou vers l'Occident aujourd'hui. Et c'est vrai que pour les Saoudiens aussi, cette politique, c'est une façon de montrer au monde et de montrer au monde post-unipolaire qu'ils ne sont plus les vassaux des Américains. C'est important dans le monde qui se profile. Et juste un point par rapport à la question je continue dans cette logique de peut-être mettre de côté la question des personnalités. Bien sûr, ça c'est un point de vue, ça peut se discuter. En fait, est-ce que c'est vraiment une rebuffade par rapport à Biden? Oui et non, mais je dirais plutôt c'est une réaction d'amant peut-être abandonné. Parce qu'en fait, la logique de Biden, elle est extrêmement claire. J'ai une tendance, histoire d'être un petit peu gênant avec un certain nombre de personnes, de quasiment défendre la politique de Biden, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'elle est extrêmement lisible. Elle est extrêmement lisible. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, ça ne veut pas dire qu'elle peut être logique, on peut en discuter, mais elle est extrêmement claire. Il est parti d'Afghanistan parce qu'il ne voulait plus perdre d'argent sur place, quand son but, c'était de s'opposer à la Russie et à la Chine. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu cet abandon de l'Afghanistan qui n'a pas été vu comme très gracieux par un certain nombre de personnes, ce que je peux tout à fait comprendre, il y a eu la possibilité très vite d'agir sur l'Ukraine. Et aujourd'hui, ce qui obsède les États-Unis, c'est ce qui se passe en Asie. Donc, qu'un certain nombre de choses se passent au Moyen-Orient, ça a pu passer par pertes et profits parce que ça n'est plus la priorité pour l'instant. Et comme on l'a évoqué juste avant cette discussion, peut-être que chez certains Américains, parce qu'il faut toujours prendre en compte le fait que les grands acteurs ne se comprennent pas forcément toujours très bien les uns les autres, il y a peut-être le sentiment que la Chine va se faire prendre, entre guillemets, par le bourbier moyen-oriental, ce qui est une vision typiquement américaine ou typiquement occidentale de la gestion du Moyen-Orient et qui est en décalage complet avec la vision chinoise que je vous ai évoquée plus tôt. Mais en tout cas, oui, la relation Arabie saoudite-États-Unis sous Biden a changé parce que les objectifs sont différents, parce que Biden s'est adapté à la géopolitique de ce début du 21e siècle. Ça n'est plus le Moyen-Orient, la priorité, c'est la lutte contre les deux autres grandes puissances, Russie et Chine. Permettez-moi de poser une question à la fois à M. Chaudet, mais aussi à M. Guillochon. Ce qui se passe aujourd'hui, les relations Chine-Iran, Chine-Arabie saoudite et donc Iran-Arabie saoudite, est-ce que pardonnez-moi, ma question peut être un peu provocatrice, mais est-ce que c'est dans les intérêts de la France ou pas? Et quelle est la réaction française finalement par rapport à cette évolution?
Je ne sais pas si M. Chaudet veut commencer ou pas. Je vous laisse commencer. La diplomatie française a tendance à me déprimer, donc je- Ça tombe bien, je crois qu'on est deux à ce niveau-là. Je pense qu'on est Euh, 4, oui. bon, ou même un peu plus dans tout cet appel. Euh, je me permets de rebondir d'ailleurs juste avant, c'est un point que je n'ai pas dit. Monsieur Chaudet a dit, il y a aussi, c'est vrai, ce désengagement américain qui fait que la zone est plus intéressante et que c'est vraiment beaucoup plus l'Indo-Pacifique, ce que Obama avait lancé et ce qui s'est vraiment concrétisé désormais. Mais, par rapport à la France, on va dire qu'il y a deux scénarios dans ce sens-là. Il y a un scénario où finalement la France continue un alignement stratégique, je dirais pas aveugle, mais pseudo-pragmatique, où finalement il y a cet intérêt de l'Alliance Atlantique, il y a évidemment cette ambition de s'opposer entièrement à un bloc, on va dire, alternatif qui serait porté par la Chine et par l'OCS, donc l'Organisation de coopération de Shanghai, dont on va peut-être parler après. Et après, il y a un autre aspect, qui est un scénario, moi, qui me plaît un peu plus, qui est finalement d'avoir une vraie diplomatie pragmatique. Si vous êtes au courant des déplacements d'Emmanuel Macron, il va le 6 avril à Pékin rencontrer son homologue Xi Jinping. Euh, Peut-être qu'il va y avoir des avancées là-dessus. Moi, je pense que oui, ça peut être un véritable avantage si on considère pouvoir parler à la fois avec l'Iran et l'Arabie Saoudite, si on considère que la Chine peut être un partenaire commercial, et si on considère surtout la Chine comme elle nous considère. Là, je pense que M. Chaudet est l'expert parce qu'il est en Chine, mais bon, voilà, la vision qu'a la Chine de la France, c'est, bon, outre l'aspect culturel et l'admiration culturelle qu'a la Chine de la France, la France est ni un ennemi, ni un véritable allié, c'est un partenaire commercial intéressant, et je pense qu'on devrait en faire autant, en fait. Donc, voilà, je laisse M. Chaudet poursuivre. Suivre. Vous savez, disons que la France gagnerait à s'inspirer de la logique chinoise par rapport à la politique étrangère. C'est-à-dire que, et enfin, encore une fois, quand je parle de logique chinoise, en fait, elle est terriblement pragmatique. Elle n'est pas très théorique. C'est tout simple. Il faut s'occuper de l'environnement régional d'abord. Et l'environnement, avec ce qui se passe en ce moment en Europe de l'Est, bien sûr, la priorité de tous les Français, de tous les Européens, doit être de se concentrer sur ce qui se passe à l'Est, la guerre russo-ukrainienne et son évolution à l'avenir. Le fait qu'on n'ait rien vu venir en Europe de l'Est est peut-être lié au fait que quelques mois encore avant cette guerre, il y avait ces grandes discussions à Paris et à Bruxelles à propos de la priorité indo-pacifique de Paris, de la priorité indo-pacifique de l'Union européenne, euh, qui, qui est assez problématique. Et là-dessus, je pense qu'il est important de ne pas blâmer les États-Unis. Quand des gens sont prêts à soutenir votre intérêt national et à ne pas penser au leur, il ne faut pas critiquer la personne qui en bénéficie. Il faut critiquer la personne, l'État plutôt, qui n'est pas capable de penser sa propre politique étrangère. Et les États-Unis ont un intérêt à contrer la Chine dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indo-Pacifique, un terme sur lequel que j'ai critiqué à maintes reprises, parce que là aussi, ça a été une construction intellectuelle américaine qui, encore une fois, fait sens du côté américain, fait sens dans la défense d'intérêts nationaux américains. La France est une puissance moyenne aux ambitions internationales. Si je voulais être taquin, parce qu'il faut être taquin avec les pro-américains et les pro-russes, c'est un petit peu comme la Russie d'ailleurs, puissance moyenne avec des ambitions internationales, et c'est parfois un peu difficile à tenir. Euh, il faut commencer à penser à notre intérêt, à notre vision régionale. Et ça passe en effet par le Moyen-Orient. Mais au Moyen-Orient, il faut réussir en effet à parler à tout le monde, exactement comme vous l'avez dit. Ça ne veut pas dire être amis, ça ne veut pas dire s'entendre demain, mais ça veut dire réussir à garder des portes ouvertes. Et d'ailleurs, la France n'a pas les moyens de s'opposer à d'autres grands acteurs, y compris des acteurs régionaux en Asie. Donc il est important de parler à tout le monde au Moyen-Orient, en Asie du Sud,
et en Asie de l'Est. Et si la guerre russo-ukrainienne pouvait nous apprendre une chose, et si ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient avec cet accord supporté par la Chine pouvait nous apprendre une chose, c'est qu'en effet, pour peser, il faut réussir à parler à tout le monde, même si ça prend du temps et même s'il faut accepter parfois de ne pas être le leader. Ça n'est pas grave de ne pas être leader. Si la Chine peut accepter cette logique un petit peu de soutien à une approche déjà lancée, la France peut le faire. La France n'a pas les moyens de la Chine aujourd'hui. On peut en être triste. De Gaulle disait qu'un Français, c'était peut-être quelqu'un qui ne s'était jamais remis des défaites de Waterloo et de Sedan. Mais le monde est ce qu'il est. Concentrons-nous sur notre vision régionale et peut-être qu'à partir de là, on pourra mener au Moyen-Orient ce qui est fait par la Chine également, et ça serait encore une fois dans notre intérêt. Très bien. Monsieur Chaudet, donc du coup, maintenant on va parler d'Afghanistan. Donc les intérêts de la Chine en Afghanistan, ils sont relativement connus. On est sur des intérêts de ressources et aussi sur la question sécuritaire du corridor de Wakhan. Les intérêts iraniens aussi. On a la question protection des Hazaras, protection de la frontière, question baloutche qui peut parfois se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, ces intérêts en Afghanistan, ils sont convergents et comment ces deux pays peuvent être amenés à travailler ensemble sur la question afghane? Mais pour l'Iran, l'Afghanistan, c'est une question clé. Et c'est une question clé depuis une quarantaine d'années. Et c'est un triple problème. Problème sécuritaire, problème migratoire, problème de trafic de drogue. Et les choses n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. On a 3,5 millions de réfugiés afghans en Iran. Quand on dit ce genre de choses, si on déconnecte l'Iran de sa réalité économique, des questions de sanctions et qu'on ne pense qu'au fait d'ouvrir sa porte à plus miséreux que soi, euh, très bien. Mais la réalité, c'est que l'Iran est dans une situation difficile d'un point de vue économique à cause des sanctions, à cause de l'impact du Covid également. Et le fait est que c'est un poids énorme pour le pays. Et c'est un poids aussi pour les classes moyennes inférieures et les classes populaires, qui sont souvent en compétition pour les mêmes emplois avec ces réfugiés afghans. Donc, l'Iran, en fait, a fait un énorme travail de ce point de vue-là, mais c'est un travail extrêmement difficile. Mais à côté de ça, il y a ces deux autres problèmes qui sont la question sécuritaire et la question du trafic de drogue. Le trafic de drogue venant d'Afghanistan, aujourd'hui, ça n'est pas que les opiacés. C'est aussi les méthamphétamines. Et encore une fois aussi, l'impact sur la population, sur la jeune population iranienne est énorme parce que l'Iran est une zone de passage clé pour aller vers la Turquie puis vers l'Europe. Il y a deux gros marchés pour les drogues venant d'Afghanistan, c'est l'Europe et la Russie. Donc, il est dans l'intérêt de l'Iran de voir une certaine stabilité en Afghanistan, pouvoir parler avec des gens en Afghanistan pour pouvoir gérer ce problème de trafic de drogue. Le problème actuel, c'est que vu les tensions entre l'Afghanistan, le nouveau régime et la communauté internationale, tant qu'il n'y a pas une réintégration de l'Afghanistan dans la communauté internationale, le trafic de drogue va toujours être utile pour tenir le pays, pour financer un certain nombre de personnes. Et Kaboul pourra dire tout ce que le nouveau régime voudra et tout ce que la communauté internationale veut entendre au niveau régional. Même les commandants talibans ne voudront rien entendre parce que le trafic de drogue, ça a été aussi au cœur de leur victoire, de leur capacité de se financer. Ils avaient d'ailleurs ça en commun avec les chefs de guerre du régime précédent. La question sécuritaire, par le passé, c'était les talibans. Aujourd'hui, c'est toujours un peu les talibans. Je vous renvoie à un article récent que j'ai publié pour Asialist montrant les fractures entre différents groupes talibans. Et il y a des fractures aussi dans le rapport avec le Pakistan et dans le rapport avec l'Iran. Vous avez des commandants talibans qui sont plutôt proches d'une vision pragmatique. Il faut s'entendre avec les pays de la région. Il y a parfois des liens qui sont créés avec des contacts dans différents pays de la région. Et il y en a d'autres qui veulent régler leurs comptes.
si on parle de double jeu, dans la région, il y a toujours eu des doubles jeux, mais les talibans ont aussi mené un double jeu et maintenant, c'est le temps pour eux de pousser une certaine vision du monde. Pour certains, assez dur par rapport aux chiites, ça n'est pas le cas de tous les talibans, loin de là, et de l'autre, une vision assez nationaliste aussi, qui en fait bénéficie de ces tensions à la frontière avec le Pakistan, mais aussi avec l'Iran. Donc pour l'Iran, les problèmes sont toujours là avec l'Afghanistan. Et la Chine a à peu près les mêmes craintes que l'Iran sur le trafic de drogue. Dans les années 80, l'héroïne qui venait d'Afghanistan était un vrai problème au Xinjiang. La question sécuritaire, ça a toujours été une obsession de la Chine de faire en sorte que le problème ouïghour, séparatiste / djihadiste ne puisse pas trouver une base en Afghanistan. C'était déjà le cas avec les talibans du Mollah Omar. S'il y a eu ces premiers liens qui ont été créés avec les talibans du Mollah Omar, c'est parce qu'il y avait cette peur panique de voir des Ouïghours s'installer en Afghanistan et de là frapper au Xinjiang. Maintenant, la frontière entre l'Afghanistan et la Chine, c'est juste 92 km et elle est bien tenue, je peux vous assurer. Le problème pour la Chine en Afghanistan est indirect plus que direct. C'est la peur de l'impact sur l'Asie centrale, c'est la peur de l'impact sur le Pakistan qui est la colonne vertébrale en fait, des nouvelles routes de la soie. Ce qui se passera au Pakistan aura un impact sur le reste. Donc, il y a ce désir de stabiliser la région. Et là-dessus, l'Iran peut être un allié à partir du moment où un esprit de stabilisation plutôt que de lutte géopolitique l'emporte. C'est-à-dire que l'Iran et la Chine peuvent se retrouver s'il n'y a pas de tension entre l'Iran et le Pakistan, mais on en revient à la première question sur l'accord Iran-Arabie Saoudite. Cet accord Iran-Arabie Saoudite est du pain béni pour le Pakistan, qui du coup n'a plus besoin de choisir entre ces deux États. Et à partir de là, du coup, on pourrait avoir une triple alliance Chine, Pakistan, Iran pour aider à stabiliser l'Afghanistan. C'est dans l'intérêt de ces trois États. Très bien, merci. Eric, une question. Bon, on parle beaucoup du rôle de la Chine au Moyen-Orient, mais revenons un tout petit peu à l'avant. Est-ce que tu serais capable de nous dire quel a été rapidement l'historique, mais surtout aujourd'hui, quelle est la situation des relations entre l'Iran et la Chine, que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue politique? Parce que bon, je pense que c'est un élément primordial à prendre en compte. Je te remercie. Je suis assez d'accord avec l'analyse de M. Chaudet, même si on pourrait parler d'Afghanistan très longtemps. Mais évidemment, sur la question de l'Iran et de la Chine, alors c'est une histoire qui est assez intéressante. Il y a beaucoup d'ouvrages à ce sujet-là. Je pourrais tout à fait envoyer une bibliographie d'ailleurs à l'issue de cette intervention. Moi, j'avais préparé mon intervention sur un aspect, plutôt même deux aspects. C'est la dernière année qui s'est écoulée dans les relations bilatérales entre la Chine et l'Iran. Parce que cette dernière année, je trouve qu'elle est remarquable à bien des égards. Déjà, au mois de septembre, c'est donc la sorte d'assemblée générale de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se passe en Asie centrale, à Tashkent, si je ne me trompe pas. Et dans laquelle donc l'Iran est intronisé en quelque sorte comme nouveau membre de ce club, club du mal parfois, comme disent les Occidentaux. On n'est pas là pour en discuter. Donc l'OCS, donc c'est cette très belle organisation avec un bon nombre de ces nouveaux États indépendants, la Russie, la Turquie comme membre observateur, l'Inde et le Pakistan. Samarcande, oui, mais il y avait aussi une partie à Tashkent, je crois. Mais oui, tout à fait, c'est Samarcande. Merci, Monsieur Léviston. Tout à fait, Monsieur Léviston, qui a un très très bon expert de la zone, d'ailleurs. Heureusement qu'il est là pour me corriger. Alors, ce sommet de l'OCS a vu l'Iran rentrer parmi cela, et merci, Michael. Et ça a été, ça a été une très très belle finalement, un très très beau rapprochement, parce que déjà la Chine était très favorable à cet aspect-là pour beaucoup de raisons.
si vous regardez déjà le tissu économique iranien, la Chine, c'est le premier client de l'Iran. 32% des exportations iraniennes environ en 2019 vont en Chine. Ça représente à peu près entre 35 et 36 milliards d'euros, de dollars, pardon, pas d'euros, même si c'est pareil maintenant. La Chine, c'est entre le premier et le deuxième fournisseur de l'Iran. Donc déjà, il y a une très très forte connivence économique entre les deux. Évidemment, il y a la question des hydrocarbures et des ressources dont la Chine est un très très grand client. On le voit là-dedans. Et en fait, ce partenariat dans l'OCS, il était intéressant pour la Chine parce que ça permettait d'asseoir un petit peu plus sa présence dans la région. Et ça s'est poursuivi le 16 février dernier avec un partenariat stratégique global. Alors bon, c'est toujours très très beau, les partenariats stratégiques globaux, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire qu'on dit qu'on va faire de l'économie ensemble, ça signifie qu'on va travailler sur l'industrie ensemble. Alors oui, ça se fait beaucoup, il y a beaucoup de projets d'usines qui se font. Ce qui est intéressant, moi je le vois plutôt en tant que jeune, hein, c'est les aspects sur l'éducation, l'ouverture potentielle d'universités, enfin d'échanges universitaires entre l'Iran et pas que Téhéran et des villes en Chine. Sur l'aspect agroalimentaire aussi, ça c'est très intéressant. Et ça montre en fait cette sorte de dynamisation, en quelque sorte, des relations entre l'Iran et la Chine, qui, moi, je trouve, sont assez intéressantes et qui montrent et qui un peu corroborent le point euh, de M. Chaudet et qu'on défendait auparavant, qui est qu'en fin de compte, la Chine veut faire des partenariats avec un maximum d'États pour avancer ses intérêts. Et c'est quelque chose de vraiment remarquable. Et si vous regardez aussi un autre aspect, c'est que la Chine a cette sorte de pactomanie, mais pas la pactomanie états-unienne des années 50, plutôt cette pactomanie commerciale. Ça s'est vu en 2021 avec l'accord RCEP qui crée la plus grande, enfin l'accord PERG en français, qui crée la plus grande zone de libre-échange au monde. Ça s'est vu, alors je crois que oui, c'était en 2000, fin 2021 ou ou non, c'était en 2022, je ne sais plus, où il y a eu une rencontre bilatérale entre les Afghans talibans et les Chinois à Tashkent, là j'en suis sûr, c'est Tashkent, pour créer en fin de compte un accord de libre-échange qui recouvre à peu près 98% des services. Et ce partenariat stratégique, en fait, enclenche un processus de négociation d'accord de libre-échange sur un bon nombre de biens. Alors, ce ne sera pas au niveau de l'Afghanistan, mais ce sera déjà assez développé. Et donc, ça prouve quand même qu'il y a cette chose qui se fait. Ce n'est pas uniquement avec les projets de route de la soie, c'est surtout avec les projets d'élargissement de la zone commerciale chinoise. Et ça se voit et ça se fait d'ailleurs très très bien. Donc voilà. Bien, merci. Monsieur Chaudet, l'Iran et l'Inde, c'est une relation qui dure depuis quelques temps, surtout soutenue par cette rivalité qu'il y avait entre le Pakistan et l'Inde. Est-ce que la rivalité justement entre l'Inde et la Chine et la proximité entre l'Iran et l'Inde ne pourrait pas affecter à court ou long terme la relation entre l'Iran et la Chine par cette troisième roue qui, au fond, est ennemi pour l'un, ami pour l'autre. Comment faire? En fait, je ne pense pas que le rapport à l'Inde sera problématique en bonne partie parce que pour l'instant, l'Inde n'est pas au clair dans son rapport à l'Iran et l'Inde a été plutôt décevante pour l'Iran ces dernières années. Et pour une raison qui est logique. Là, encore une fois, je veux être très clair dans mes propos. J'appartiens à une tradition plutôt réaliste en relations internationales, même si, hélas, cette approche est peu mal comprise et parfois mal défendue, mal reprise en France. Il a fallu attendre Emmanuel Todd pour lire Mearsheimer, ce qui veut en dire quand même beaucoup, sachant qu'il n'est pas un spécialiste des relations internationales. Mais de fait, l'Inde voit un intérêt énorme à son rapprochement avec les États-Unis, parce que ça l'aide à contrer la Chine. La rivalité
Inde, Chine est une évidence qu'on ne peut pas contrer avec le wishful thinking habituel qui fait espérer un certain nombre d'universitaires, un certain nombre d'analystes qu'à la fin, il n'y aura pas de guerre entre ces deux grands États. De fait, leurs intérêts sont très différents. La frontière entre ces deux pays n'a pas bien été définie. C'est un énième cadeau de l'Empire britannique. La perfide Albion, encore une fois, a agi d'une certaine façon et on en paye le prix aujourd'hui. De fait, les deux États n'ont pas la même vision de la frontière. Et quand on regarde l'analyse chinoise, c'est très important quand on regarde ces tensions-là de regarder des deux côtés. Je suis assez atterré de l'analyse occidentale qui en fait reprend l'analyse indienne parce que c'est une analyse en anglais, donc elle est plus facile à trouver. Et en fin de compte, on a l'impression que les Chinois, quand on lit cette analyse, ont toujours une approche irrationnelle. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui se passe du côté chinois? Qu'est-ce que c'est la défense des intérêts nationaux? Il y a eu un livre qui s'appelait Analyse des intérêts nationaux chinois qui est sorti en 1993, un livre universitaire qui, à partir de là, a permis tout un débat dans le milieu intellectuel chinois sur ce que c'est. En fait, c'est tout simple, la sécurité et le développement, et notamment la sécurité du territoire, tenir le territoire tel qu'il est, tel qu'on le voit. C'est-à-dire que là, la question taïwanaise n'est pas totalement une question extérieure, mais la question tibétaine aussi. Or, tout le problème de la frontière avec l'Inde, c'est le rapport au Tibet. Du point de vue chinois, le Tibet peut être potentiellement mis en danger par cette définition abstraite des frontières. Et comme la Chine voit que l'Inde s'est rapprochée de plus en plus des États-Unis, parce que du point de vue indien, c'était la meilleure façon de se défendre par rapport à la Chine, du coup, plus on a vu l'Inde se rapprocher de la Chine, des États-Unis, plus la Chine est devenue agressive, entre guillemets agressive, à sa frontière avec l'Inde. C'était une défense préemptive. Et on le voit lors des déplacements du président Xi, notamment au Tibet. Il y a eu d'énormes investissements qui ont été faits à la frontière d'un point de vue d'infrastructure, parce qu'il y a le sentiment que le bloc anti-chinois pourrait frapper à partir de l'Inde à cette frontière. Donc les tensions entre Inde et Chine vont rester, vont être très importantes. Et pour un certain nombre d'acteurs, il va falloir, avec le temps, choisir un camp de la même façon qu'on choisit entre la Chine continentale et Taïwan. Donc c'est vrai que si on avait encore cette vieille amitié irano-indienne, ça pourrait potentiellement être problématique. Mais le problème de cet alignement avec les États-Unis, c'est que l'Américain est un mari jaloux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'aligne avec lui pour se protéger de la Chine, il faut aussi s'aligner sur lui quand on traite du dossier iranien. Et ça a créé un certain nombre de problèmes. Et quand l'Inde n'écoute pas, ou quand des entités indiennes n'écoutent pas, elles sont sanctionnées et le New Delhi ne peut pas réagir, ne peut pas réagir trop violemment face aux États-Unis parce que les États-Unis sont utilisés dans le blocage de la Chine. Donc du coup, du point de vue iranien, encore tout récemment, il y a eu des sanctions qui ont été imposées directement à une grande structure indienne. Les Indiens sont obligés d'accepter. Et du côté iranien, on est pour l'instant déçu de l'approche indienne. L'approche indienne était fondée sur l'autonomie. Mais où est l'autonomie quand il y a un alignement, même quand cet alignement se fait pour de bonnes raisons? D'un autre côté, le rapport avec la Chine s'est développé. Et la Chine montre, notamment par cet accord Iran-Arabie Saoudite, qu'elle peut aider assez facilement sans créer des problèmes comme d'autres grandes puissances, notamment comme les États-Unis. Donc, en fait, la balle est dans le camp de New Delhi. Dans les prochaines années, il faut que New Delhi choisisse. Il retrouve une certaine capacité d'équilibre, une certaine indépendance par rapport aux États-Unis, tout en s'appuyant sur eux, parce que le rapport avec la Chine fait que ça restera comme ça. Et dans ces cas-là, ils pourront avoir une relation intéressante avec l'Iran
Sinon, l'Iran va continuer à être déçu par la politique indienne. Bon, bien sûr, vous avez une vieille génération. Vous avez des gens, par exemple, autour d'Ahmadinejad qui considèrent que l'Inde est plus intéressante que la Chine. Mais ce n'est pas les propos de quelques politiciens qui changent la réalité des faits. Pour l'instant, la Chine a la capacité économique et diplomatique d'apporter un certain nombre de choses à l'Iran. Ça n'est pas encore une fois le cas de l'Inde. Et l'Inde va devoir repenser sa politique étrangère si elle veut que les choses changent. Merci, M. Chaudet. Éric, tu avais quelque chose à ajouter sur la question? Oui, oui, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Et je pense qu'il y a un autre aspect qui rajoute un petit peu d'huile sur le feu, sur les relations, on va dire, entre l'Iran et l'Inde. C'est évidemment la question afghane, toujours. Parce que déjà, il y a cet aspect assez fort qui est que les talibans ont quand même eu de très grosses connivences avec l'ISI, donc le service de renseignement pakistanais, qui voit que la Chine fait des petites affaires, que l'Iran commence un petit peu à s'intéresser à la région et que finalement, ça les met mal à l'aise parce qu'il y avait une sorte de confort qu'avaient les Indiens. Et alors, je ne sais pas moi qui le tient, c'est Jean-Yves Berthaud qui était en poste en Afghanistan qui me disait justement que les Indiens prenaient un plaisir mais exceptionnel à voir les Américains en Afghanistan parce que c'était rassurant quand même. Et que c'est plus le cas. Et il y a cette sorte d'insécurité qui s'est créée. Il y a même un aspect assez intéressant. Le ministre des Affaires étrangères, donc Subramaniam Jaishankar, ministre des Affaires étrangères indien, a reporté au moins 6 fois sa visite de Kaboul et n'a jamais, pour le moment, engagé un quelconque contact officiel avec l'Afghanistan. Et je pense qu'il y a cette crispation qui se fait avec l'Iran parce que l'Iran l'a fait il y a maintenant un mois. Je pense qu'elle est raisonnable pour me corriger, mais ils ont établi des relations avec l'Émirat islamique d'Afghanistan et ça crispe, je pense, de plus en plus ces relations. Voilà. J'ai deux questions, à la fois une question pour M. Didier Chaudet puis une question pour Eric. Monsieur Chaudet, finalement, ce rôle de la Chine au Moyen-Orient, que ce soit par rapport à l'Iran, l'Arabie Saoudite, mais également globalement ce rôle, est-ce que c'est dans l'intérêt de la Russie ou pas? La Russie, depuis maintenant cet engagement en Ukraine, se trouve dans une situation telle qu'il y a un besoin de Chine, quoi qu'il arrive. Perdre la Chine pour la Russie, se trouver dans une situation de tension avec la Chine pour une raison ou pour une autre, ça serait intenable pour la Russie aujourd'hui. Et le fait que la Chine mène la politique qu'elle mène, c'est aussi rassurant parce qu'encore une fois, on voit une Chine qui n'est pas dans une logique visant à s'imposer, comme le ferait une grande puissance classique. Elle mène les choses un peu différemment. Bien sûr, il y a parfois eu des discours un petit peu durs avec les États-Unis, mais c'est parce qu'avec les États-Unis, en fait, c'est le cœur de ce qu'est la défense des intérêts nationaux chinois qui se joue. On n'a pas une situation équivalente avec la Russie et l'engagement au Moyen-Orient se fait de façon relativement ouverte. Ça ne s'opposera pas aux intérêts russes dans la région. Et la Russie elle-même, par son engagement en ce moment en Ukraine, ne peut pas donner une grande importance au Moyen-Orient aujourd'hui. Quand je parlais de puissance moyenne aux ambitions globales, ça n'était pas pour être agressif ou gênant par rapport à la Russie. C'est aujourd'hui, elle a des intérêts particuliers extrêmement forts, des tensions extrêmement fortes avec les États-Unis, un engagement qu'elle a décidé, dont maintenant elle doit gérer les conséquences en Ukraine. Le Moyen-Orient, maintenant, est loin pour la Russie. Donc l'engagement chinois n'est pas problématique. Et il est encore moins problématique parce qu'il ne se fait pas contre eux ou contre leur influence. Demain, la Russie peut revenir au Moyen-Orient sans que ça gêne la Chine et vice-versa. Et ça, c'est du pain béni pour Moscou.
Eric, une question. Si je voulais te demander d'avoir la gentillesse de dire quelles sont les convergences en matière d'intérêt stratégique entre l'Iran et la Chine. Alors, je te remercie pour cette question, Alireza. Est-ce que je peux me permettre aussi réagir à la question présente de M. Ça va Chaudet, sans qui est dire. très intéressante. Je suis assez d'accord aussi avec cette analyse. C'est vrai que, en fait, il y a un intérêt pour la Russie et surtout que c'est peut-être quelque chose de très intéressant même, dans le sens où déjà, sur l'Afghanistan, la Russie n'y a jamais été, n'a jamais réussi. Sur l'Iran, il y a des relations qui sont intéressantes et qui feraient peut-être même un intérêt remarquable, on va dire, d'en faire un colloque, un complet. Sur l'Arabie Saoudite, c'est assez fou parce que euh, la Russie est beaucoup plus le diable, je pense, aux yeux de l'Arabie Saoudite que l'est la Chine. Et c'est finalement un très très beau coup de force que de faire ça. Et j'ai de plus en plus l'impression que la Russie se désengage aussi progressivement du Moyen-Orient et que c'est, on va dire, commode que d'avoir un allié, c'est très fort hein, pour Russie et Chine, quoi qu'on en dise. Je ne sais pas si M. Chaudet est d'accord avec ça, mais d'avoir quelqu'un qui partage certaines formes d'agenda politique, qui reprennent la gestion du lieu plutôt que l'ennemi américain. Ça, c'est très clair. Donc, oui, c'est un intérêt très direct. Sur les convergences entre les intérêts stratégiques entre la Chine et l'Iran, en fait, elles sont assez nombreuses. Déjà, évidemment, il y a cette convergence qui est une convergence politique et qui s'exprime là encore par la carte OCS. Hein. C'est terrible, c'est une carte très utile, mais et qui permet en fait une question d'analyse. Et je suis d'ailleurs assez triste qu'il y ait encore très très peu de travaux de recherche en France ou même dans le monde sur l'OCS, parce que c'est une organisation très intéressante. Mais je sais que M. Chaudet s'y connaît bien. Voilà. Mais voilà, il y a une convergence déjà qui est politique entre l'Iran et la Chine qui se fait évidemment sur cet aspect-là. Et je pense même, sans trop m'avancer, que l'État que supporte le plus, la Chine que supporte, on va dire, que tolère le plus la Chine au sein de l'OCS, ça peut être l'Iran. Parce que bon, l'Inde, on en a parlé. Le Pakistan, j'ai de plus en plus l'impression qu'il y a une sorte d'isolement stratégique du Pakistan parce que le Pakistan commence à devenir gênant aux yeux de la Chine et que l'Iran se révèle plus comme un acteur qui est peut-être plus sérieux que le Pakistan au niveau international. Et la Russie devient un acteur très gênant hein, quand même, vis-à-vis de la guerre en Ukraine et à bien d'autres égards. Il y a ces coopérations dont on a parlé, ces convergences dont on a parlé, qui sont sur le plan économique, industriel, etc. Et voilà, et je pense euh, autrement, sur le plan militaire, je sais qu'il y a de plus en plus, alors c'est pas du tout ma spécialité, hein, je suis désolé, les questions purement sécuritaires, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup, par exemple, d'échanges entre des écoles et des facultés militaires chinoises et iraniennes. Il y a un enseignement quand même du persan qui se fait dans de plus en plus de collèges militaires chinois. Et j'ai l'impression que le chinois est une langue qui commence à devenir assez populaire en Iran, mais là, j'avoue, je ne sais pas trop. Et c'est un premier aspect. Donc voilà. Et puis, sur les intérêts stratégiques, moi, ma spécialité, c'est plus la géoéconomie, je vous avoue. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Si vous regardez, le grand mal actuel de l'Iran, c'est quand même la question des sanctions. C'est quelque chose qui touche. Bon, maintenant, la Russie a la médaille d'or en termes de paquets de sanctions reçus, mais la médaille d'argent est restée à l'Iran et l'Iran a eu la médaille d'or pendant longtemps. Et c'est vrai que la connaissance chinoise en matière de processus de contre-sanctions, même de contournement de sanctions, etc., et même la fiscalité chinoise font qu'il y a une véritable convergence, je pense, sur ce sujet-là. Et pareil, il faudrait le creuser et je regrette qu'il n'y ait
peu de papiers de recherche, très peu même de papiers de recherche à ce sujet-là. Voilà. Donc, avant Monsieur d'adresser Chaudet, ma... peut-être voudriez-vous compléter? Monsieur Chaudet, peut-être voudriez-vous Oui. compléter? Juste un point pour mettre peut-être un peu de piment ensuite dans les questions et réponses ensuite. Je veux dire que sur un point, je ne suis pas totalement d'accord avec Eric sur le rapport au Pakistan. Parce qu'en fait, le Pakistan est profondément utile pour la Chine dans sa rivalité avec l'Inde. Et c'est un pays clé aussi pour les nouvelles routes de la soie. Donc, bien sûr, la situation est difficile en ce moment sur place. La crise politique, la crise à la frontière avec l'Afghanistan, la question du Baloutchistan également est problématique. Mais malgré toutes ces difficultés, le Pakistan est utile justement d'un point de vue sécuritaire, justement d'un point de vue géopolitique. Parfois, euh, parfois c'est moins le gain financier qui va compter que le gain stratégique à plus long terme, que le gain sécuritaire à plus long terme. Et quand vous regardez l'analyse indienne sur la prochaine guerre, c'est toujours dans un esprit de double guerre avec le Pakistan d'un côté et la Chine de l'autre. Et la Chine sait très bien que avoir le Pakistan à ses côtés en plus lors de la prochaine confrontation, si confrontation il y a directe avec l'Inde, ça sera très utile dans une logique de guerre courte et ce que voudrait un certain nombre d'analystes chinois décisif. Mais je suis d'accord avec Eric quand il met en avant l'importance qui se développe de plus en plus de l'Iran, vu du côté chinois. Et c'est pour ça que je parlerai plutôt d'une triple alliance ou une triple entente, parce qu'en fait, du point de vue de Beijing, s'appuyer sur Téhéran et sur Islamabad, c'est encore la meilleure façon de gérer l'Afghanistan, de faire un pied de nez aussi aux États-Unis, parce que c'est toujours amusant, parce que les Chinois sont pragmatiques mais taquins. Il y a aussi ce sentiment qu'en s'appuyant sur l'Iran et sur le Pakistan, le passage terrestre des nouvelles routes de la soie sera protégé d'un point de vue sécuritaire, parce qu'il y aura aussi cette implication de l'Iran en Asie centrale. Là aussi, les intérêts irano-chinois sont convergents. Très bien. J'ai une question et juste d'abord une petite précision. Sur les exercices communs entre la Chine et l'Iran, il me semble qu'il va y avoir un exercice naval dans le Golfe Persique, Oui, Chine, Iran, tout à Russie, fait. qui aura lieu en fin d'année. On n'a pas encore les dates, mais déjà le fait d'avoir un exercice dans un golfe hautement stratégique avec ces trois pays-là montre qu'il y a une coopération militaire qui se développe. Monsieur Chaudet, vous avez récemment évoqué la question du Pakistan, donc très bien. Est-ce que, au fond, la politique chinoise et iranienne au Pakistan ne sont pas liées à cette crise politique, et notamment en fait qu'on avait d'un côté Imran Khan qui était bien perçu par la Chine et par l'Iran par son côté un peu non aligné, et que les élections pakistanaises qui arrivent bientôt et la crise politique dans laquelle est le Pakistan ne risque pas de voir l'émergence, comme ça a été le cas plusieurs fois au Pakistan, nous dirons d'un candidat opposé à ce nouvel alignement et qui serait plutôt dans les anciennes alliances, c'est-à-dire l'alliance avec l'Amérique. En fait, si les choses étaient découpées de façon aussi claire, ça serait une bénédiction pour tous les principaux acteurs, y compris pour les Iraniens et pour les Chinois. En fait, Imran Khan peut sembler être intéressant par certains côtés, notamment ses critiques contre les États-Unis, mais il est aussi très gênant sur d'autres. Son populisme, l'agitation dans le pays, son aveuglement aussi par rapport au nouveau régime en Afghanistan, son incapacité à voir que le double jeu des talibans dans les zones à majorité pachtoune, et puis tout simplement cette question de l'agitation au niveau local. Ceux qui s'opposent à Imran Khan aujourd'hui
Vous avez l'armée, vous avez le gouvernement actuel. Euh, L'armée est sans doute la structure que les Chinois apprécient le plus, tout simplement parce que eux sont toujours là, quoi qu'il arrive, quel que soit le nouveau gouvernement. Ils sont là et ils ont voté par leurs actions le soutien à la Chine, le soutien inconditionnel à la Chine. En même temps, ils peuvent apprécier le fait que l'armée ne veut pas entrer justement dans cette logique de bloc. Ils ne veulent pas s'opposer de façon frontale aux États-Unis. Tout simplement parce que du point de vue chinois, ce qui est intéressant, ce n'est pas que le Pakistan devienne anti-américain, c'est que le Pakistan soit stable et aide à leur défense de leurs intérêts nationaux. La défense des nouvelles routes de la soie, la lutte contre le séparatisme ouïghour. Pour le reste, ils font à peu près ce qu'ils veulent à partir du moment où le pays ne sombre pas dans des tensions, dans une instabilité politique constante. Ce respect de l'autonomie politique à l'intérieur de chaque pays, à l'intérieur de chaque partenaire, c'est très pragmatique du côté chinois. Donc il y a un suivi par rapport à cette crise politique, pas parce qu'il y aurait un choix d'un candidat contre un autre, c'est parce qu'en fait il y a une certaine inquiétude, et à mon avis c'est une inquiétude qu'on peut avoir en commun à Téhéran, à Beijing, et même dans les pays occidentaux. Le Pakistan, ça reste un pays extrêmement important, ça reste un pays de plus de 200 millions d'habitants avec l'arme nucléaire, ça reste un pays géopolitiquement clé. Ce qui se passera sur place aura un impact sur l'Afghanistan, aura un impact sur le Moyen-Orient, aura un impact sur les évolutions sécuritaires en Asie du Sud, donc en Asie en général. C'est loin d'être négligeable. Ce qui unit sans doute ici l'Iran et la Chine, c'est que contrairement à un certain nombre de pays occidentaux, on a compris l'intérêt de ce pays et on suit ce qui s'y passe de façon très, très poussée. C'est une bonne chose. En même temps, chaque puissance régionale, puissance moyenne et grande puissance doit pouvoir s'impliquer d'abord dans sa région de prédilection. Et de fait, avec le temps, il sera sans doute de la responsabilité de pays comme l'Iran ou la Chine d'avoir une influence stabilisatrice dans leur environnement régional. Si vous êtes d'accord, il reste une demi-heure et on a déjà plein de questions. Et donc, commençons avec les questions de l'auditoire. Donc, je vais vous lire les questions. D'abord, une question, c'est est-ce que finalement, on peut considérer que l'élément principal, c'est le repli national des États-Unis par rapport à la région du Moyen-Orient et que c'est l'élément qui a permis d'ouvrir la possibilité. Et puis, il y a une deuxième question. Le rapprochement Arabie Saoudite et l'Iran a été préparé largement par le général Qassem Soleimani. Est-ce que, et apparemment, ce serait la raison principale de son assassinat à Bagdad, est-ce qu'on peut considérer que l'accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite par l'entremise chinoise serait une sorte de victoire post-mortem pour lui? Qui souhaite répondre à ces deux questions? Je veux bien entamer et je laisserai M. Chaudet poursuivre. Alors, sur le repli, on l'a évoqué. Pour moi, c'est clair que c'est une des raisons. J'en ai parlé avec Marianne Perrondoise, qui est une chercheuse qui connaît très très bien la Chine, qui est d'ailleurs, je crois, chercheuse à l'IRIS, qui évoquait justement ça. Oui, les États-Unis, en fait, comprennent qu'il y a peut-être, que leur politique ne fonctionne pas au Moyen-Orient. Et alors, il y a eu cette analyse d'Ardavan Amiraslani récemment que j'ai lue qui disait justement que c'était un repli stratégique de la part des États-Unis parce que, bon, certes, ils n'y arrivent pas au Moyen-Orient, mais ils se disent que c'est intéressant de laisser les Chinois se casser les dents sur le Moyen-Orient. Alors, la première partie est vraie. La seconde partie, pour moi, je suis tout à fait en désaccord. Les Chinois ne se cassent pas les dents parce qu'ils ont la bonne politique en fait sur le Moyen-Orient ce que n'ont pas les États-Unis. Et c'est une bonne chose que les États-Unis partent parce que leur politique n'a que très peu fonctionné au Moyen-Orient. Mais la Chine ne va pas se fatiguer à faire la paix au Moyen-Orient parce que si l'État chinois se rend compte
que finalement ça ne fonctionne pas, que leurs travaux ne fonctionnent pas, etc. Enfin, que finalement la paix n'est pas possible au Moyen-Orient, bah, ils passeront outre. Et ils essaieront de faire uniquement des passages commerciaux, etc. Je ne sais pas si M. Chaudet, déjà sur cette question, on veut rebondir. On fasse En fait, question par question, c'est peut-être mieux. de mon côté, je parlerai plus de redéploiement que de repli. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le président Biden, c'est ce que j'apprécie chez le personnage, il est toujours extrêmement consistant. Il a insisté ad nauseam que la guerre contre le terrorisme devait se gérer sans trop d'investissement, qu'on pouvait continuer à lutter contre les terroristes, mais qu'en fait, le point principal, c'était l'opposition aux autres grandes puissances. Donc, dans cette logique-là, le Moyen-Orient, encore une fois, c'est ce que j'ai évoqué dans mes différentes interventions, intérêt limité pour l'instant par rapport à la grande lutte, à la grande obsession à Washington en ce moment, c'est la Chine. Sur le deuxième point, je pense que je vais vous laisser d'abord vous exprimer, Eric, parce que je connais moins bien le sujet. Ouais. Bah, sur ce qui est donc d'un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui serait le travail de Qassem Soleimani, je suis pas convaincu. Sincèrement, je sais que Loïc est beaucoup plus expert sur la question, sur le personnage. Moi, de mon point de vue, non, parce que c'était peut-être pas nécessairement son travail. J'ai vu récemment, par exemple, qu'un média intéressant qui s'appelle Terra Bellum avait évoqué que les gardiens de la Révolution ne s'étaient pas prononcés en faveur de ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Dans le système politique iranien, sachant que les négociations ont été portées, alors j'ai plus le terme exact, je crois qu'Ali Rezala, C'est le Conseil suprême de la sécurité voilà, nationale. exactement. Les gardiens de la Révolution n'ont pas leur mot à dire sur cette question parce qu'ils dépendent en fait indirectement de ce conseil-là. Donc ça déjà voilà. Je pense pas que Qassem Soleimani ait eu quelconque pouvoir à ce sujet-là. Je crois beaucoup plus à l'intelligence de la diplomatie chinoise parce qu'elle l'est et la capacité réelle à l'époque de Wang Yi et surtout de Xi Jinping de se réussir à parler à la fois avec Raisi, mais surtout avec MBS à ce sujet-là. Moi, je ne pense pas que ce soit un travail de Qassem, mais après, peut-être que Loïc a des éléments de réponse supplémentaires à apporter. Vite fait sur la question de Qassem Soleimani, on sait qu'au moment où il y a cette fameuse attaque de drone le 3 janvier 2020, la raison officielle de sa présence en Irak, c'était que il était dans une équipe de négociation pour représenter Turki al-Shahir, donc un ancien des services secrets saoudiens, qui avait un rôle de délégation saoudienne auprès de l'Iran. La vérité, c'est que dans le convoi, vous avez M. Qassem Soleimani, vous avez Abu Mahdi al-Muhandis, et vous avez de nombreux leaders de Hashd al-Shaabi, donc le front chiite en Irak. On est dans un contexte préélection à l'époque en Irak avec la montée du sadrisme, et c'est un peu l'époque où l'Iran rebat les cartes et rappelle à l'ordre toutes les milices chiites pour leur dire bon, la guerre contre Daesh est quasiment terminée. Vous avez réussi à récupérer Kirkuk au nord du pays. Maintenant, il faut plus se réorganiser et se préparer pour les élections présidentielles de 2021, qui, on a vu, ont mis la situation en Irak, ont mis l'Irak un peu dans le chaos pendant une brève période. Donc, je ne pense pas que Qassem Soleimani ait réellement pris part à des négociations avec l'Arabie Saoudite. D'autant qu'à l'époque, Qassem Soleimani était un peu vu comme le grand Satan en Arabie Saoudite. Donc, si négociation il y avait dû avoir, je pense que ça aurait pu être des individus un peu plus neutres, surtout qu'à l'époque, c'était encore la présidence de M. Hassan Rouhani. Donc, je pense que dans l'équipe des modérés, il y avait quelqu'un d'autre à envoyer pour négocier avec les Saoudiens que M. Qassem Soleimani. Donc, non, je ne pense pas que le général Qassem ait eu un lien dans ces négociations-là. Une question qui est pour M. Didier Chaudet. Le rapprochement Iran-Arabie Saoudite par l'entremise chinoise, est-ce que cela va avoir un impact géopolitique palpable sur les talibans en Afghanistan? À mon avis, ce sont vraiment deux points différents, si ce n'est que peut-être à partir de ce dialogue qui est lancé,
il sera possible pour les Iraniens et les Saoudiens, toujours par l'entremise chinoise, de parler de différentes questions d'intérêt commun, notamment le désir de voir à terme l'Afghanistan être stabilisé. Mais de ce point de vue-là, à mon avis, encore une fois, les Chinois sont extrêmement pragmatiques. Ils attendent de voir les talibans à l'œuvre. Peut-être qu'en effet, ils parleront avec les Saoudiens et les Iraniens pour leur donner un coup de main minimum pour essayer d'éviter que le pays s'écroule, parce que la pire situation pour l'ensemble des voisins de l'Afghanistan, c'est que l'Afghanistan retombe dans la guerre civile. Mais là-dessus, encore une fois, le respect de l'autonomie politique d'un pays veut dire qu'il fait ses propres choix, y compris ses mauvais choix. En ce moment, on a de vraies fractures à l'intérieur des talibans entre une génération peut-être un peu plus jeune, qui, y compris du côté du réseau Haqqani, ce qui a surpris un certain nombre de personnes, a critiqué assez violemment la vieille garde sur la question de l'éducation des jeunes filles. La vieille garde est plutôt contre, veut rester dans une logique comme celle de la fin des années 90. Les plus jeunes, ceux qui se sont d'abord illustrés dans la lutte contre les Américains, considèrent que cette vision des choses est absurde, amène à braquer la population afghane, amène à braquer la communauté internationale. Il va falloir que les talibans fassent un choix et fassent un choix clair. On parle d'une possibilité de voir le chef suprême des talibans actuels, qui soutient plutôt cette approche traditionnelle, être mis de côté à terme. Vous avez quand même dans les critiques de cette approche ultra-conservatrice une partie du réseau Haqqani, donc les ministères qu'ils tiennent, et la famille du Mollah Omar, ce qui est quand même aussi assez extraordinaire. Le fils du Mollah Omar est celui qui est le plus critique de cette vision de l'éducation des femmes en ce moment. Pas parce qu'il serait devenu de grands féministes, mais d'un point de vue purement pragmatique. Donc peut-être que la Chine peut se tourner sur ce point-là vers l'Arabie saoudite en particulier, pour pousser un dialogue sur ce type de questions, et peut-être pousser gentiment mais clairement les plus pragmatiques à tenter peut-être un coup de force ou un coup de pression sur le leadership actuel des talibans. Monsieur Chaudet, est-ce qu'en 30 secondes pour notre auditoire, vous pourriez rappeler ce qu'est le réseau Haqqani? Parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui est forcément très connu. Le réseau Haqqani est une des forces qui était intégrée aux talibans dans la lutte, notamment contre les Américains, mais en fait, c'est une structure beaucoup plus ancienne, qui est une structure d'abord pachtoune, qui est née lors de la lutte contre les soviétiques, qui a toujours été entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui représente un certain nombre de tribus pachtunes, un environnement particulier, et qui a souvent été très associé pour des raisons claires aux djihadistes transnationaux. Mais ce que j'ai toujours trouvé assez intéressant quand on se concentre sur le réseau Haqqani, c'est qu'on voit que même si un certain nombre de ses membres, si cette structure a pu être plus ouverte aux djihadistes internationaux, ça ne veut pas dire qu'ils ont été dominés par l'idéologie djihadiste transnationale. Parce que ce sont en même temps de très grands trafics de drogue, de grands trafiquants de drogue. C'est vraiment l'équivalent de la Cosa Nostra en Asie du Sud aujourd'hui, le réseau Haqqani. Et ils ont organisé un certain nombre d'attaques contre les Américains, pas parce que ça leur permettait de gagner des territoires, mais parce que ça leur permettait de protéger des convois, y compris des convois parfois organisés avec des chefs de guerre pro-américains par ailleurs. Donc on est en face d'une structure de pouvoir qui, certes, est islamiste, mais bon, enfin, même les Massouds sont islamistes, en fait. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. En Afghanistan, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est une structure qui a toujours été à côté des talibans, mais qu'on aurait tort de penser comme étant intégrée totalement aux talibans. Et aujourd'hui, ce qui se passe autour de la discussion sur l'éducation des jeunes filles, c'est aussi une façon du réseau une façon pour le réseau Haqqani de montrer sa différence et d'essayer de se positionner pour l'avenir. De la même manière, c'est le réseau Haqqani, d'ailleurs, soit dit en passant, qui pousse à créer un certain nombre de problèmes aux Pakistanais, parce que le réseau Haqqani est aussi extrêmement nationaliste grand pachtoun. C'est-à-dire que la logique d'un Pashtunistan, récupérer une partie du territoire pakistanais pour créer le rêve de l'Afghanistan moderne, c'est-à-dire un Afghanistan qui peut s'ouvrir jusqu'à la mer en
prenant une partie aussi du Baloutchistan, c'est très ancré chez des gens qu'on a trop souvent présentés comme uniquement islamistes. Ce sont à proprement parler des islamo-nationalistes, si on veut aller jusqu'au bout d'une définition claire. Merci. Il y a une autre, bon, décidément, la question Iran-Arabie Saoudite intéresse énormément. Donc, la question, c'est est-ce que finalement cet accord via la Chine, c'est un rapprochement réel ou est-ce que c'est uniquement un accord de circonstances? Et comment est-ce que finalement la Chine, qui essaye un peu de jouer le rôle d'intermédiaire, peut aller à l'encontre d'une multitude d'éléments, que ce soit la question des minorités, que ce soit les relations États-Unis-Israël, que ce soit la question nucléaire, etc., qui pourraient saper ce rapprochement. Compris, M. Chaudet, allez-y, en premier. Je serais presque tenté de dire les deux mots général, c'est-à-dire que du point de vue du point de vue des Chinois, ça va être les Iraniens et les Saoudiens qui vont décider si c'est un rapprochement de circonstances, si ça se consolide dans le temps. Si jamais des acteurs du côté saoudien, du côté iranien ou un acteur tiers régional ou international réussit à faire déraper le processus, ça ne sera pas la responsabilité de la Chine qui respecte l'autonomie politique et stratégique de tous les acteurs qui sont impliqués. Maintenant, encore une fois, c'est dans l'intérêt et de l'Iran et de l'Arabie saoudite que ça marche. Donc si ça ne marche pas, ça sera à terme difficile pour l'Iran et je dirais presque désastreux pour l'Arabie saoudite. Parce qu'en fait, pour moi, dans cet accord, l'Arabie saoudite gagne beaucoup plus. Bon, je n'en dis pas forcément plus, je ne veux pas faire de spoiler, j'ai un papier qui sort à la fin de la semaine, normalement, ce sujet-là. Je le diffuserai avec grand plaisir. Mais de fait, l'Arabie saoudite a beaucoup à gagner à ce rapprochement. Les personnes autour de MBS ont beaucoup à gagner à ce rapprochement pour les prochaines années. Ça n'est pas quelque chose qui a été fait à la légère du côté saoudien. Ça a été mûrement réfléchi et je pense que beaucoup de personnes du côté saoudien défendront bec et ongle cet accord et voudront que ça aboutisse à quelque chose de bien plus solide sur le long terme, que ça redéfinisse la région. Si je peux réagir dessus, il y a même, moi je ne suis pas d'accord. Moi, pour moi, le grand gagnant, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, ce n'est pas l'Iran, c'est la Chine. Parce que pour une raison très simple, c'est que ils ont le choix, maintenant, l'Arabie Saoudite et l'Iran, de continuer et d'établir des relations diplomatiques pacifiques, voire même plus amicales, rêvons, on va dire. Mais imaginons que ça fonctionne, ce sera génial, ce sera une réussite encore plus de la diplomatie chinoise, parce que finalement, bon, bah, ce sera la Chine qui aura initié cet aspect-là. Si ça échoue, c'est une réussite pour la Chine aussi, parce que la Chine pourra se dire qu'elle déplace un peu et qu'elle va outre cette logique de bloc, parce que elle aura fait travailler l'Iran avec l'Arabie Saoudite, elle aura fait travailler l'Arabie Saoudite avec l'Iran, et quoi qu'il arrive, elle parlera aux deux acteurs en disant, mais c'est vos problèmes, nous on a fait ce qu'il fallait, et on parle avec vous deux, et ils continuent leur projet. Et pour moi, c'est pour ça, c'est une situation dans laquelle la Chine ne peut pas perdre. Et ça, c'est assez remarquable. Exactement. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Il est bien clair que, par la même occasion, la Chine offre une alternative, une autre façon de faire de la politique pour une grande puissance au Moyen-Orient. Ils ne sont pas là pour imposer, ils ne sont pas là pour tordre le bras de qui que ce soit, ils offrent leurs services pour la stabilité de la région. Non seulement au niveau des régimes, non seulement au niveau des leaders, mais au niveau des populations. C'est très intéressant, c'est la première grande puissance qui a fait ça depuis très longtemps. Et je pense que ça marquera un certain nombre d'esprits. Le fait qu'on ne vient pas bombarder, on ne vient pas mener une croisade, que ce soit pour la démocratie, entre quatre guillemets, comme ça a pu être dit du côté des Américains, notamment en Irak, on a vu le résultat, ou que ce soit pour la lutte contre le terrorisme, soi-disant par la Russie en Syrie.
tout le monde est venu avec des excuses pour bombarder. La Chine arrive avec un plan de paix. C'est vraiment plus attirant pour les populations de la région, à mon avis. Une question, les attentats qui ont récemment eu lieu en Afghanistan et qui visaient des ressortissants chinois, comment faut les analyser? Oh, les djihadistes aussi font de la diplomatie et s'adaptent à l'évolution de la situation internationale. Al-Qaïda, à la fin des années 90, souhaitait la bonne année lors du nouvel an chinois à la population chinoise parce que du côté d'Al-Qaïda, on avait compris qu'on ne pouvait pas s'opposer aux États-Unis et à la Chine en même temps. Aujourd'hui, le djihadisme n'est pas forcément strictement, uniquement anti-américain. C'était la vision de Ben Laden. Ben Laden n'est plus de ce monde. Aujourd'hui, ça n'est plus Al-Qaïda, c'est plutôt l'État islamique et en Afghanistan, l'État islamique au Khorasan, Daesh, la branche locale de Daesh, qui est très active. Et le discours, la propagande de Daesh s'est véritablement réorienté dans une approche anti-chinoise et anti-russe d'ailleurs, depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les djihadistes ne sont plus dans une logique uniquement anti-occidentale et ils continueront à vouloir frapper la Chine, y compris parce que les Chinois sont plus présents sur place, y compris dans une logique de soutien aux nouvelles routes de la soie, et que les frapper aura forcément un impact médiatique. Quand on fait un attentat terroriste, on veut qu'on en parle à la télé, et frapper aujourd'hui la Chine, ça permet de passer dans les médias. Si je peux me permettre, j'aimerais ajouter un petit point là-dessus. C'est vrai, et après, ça, c'est quelque chose qui est dur à sourcer, mais qui peut être une hypothèse. Isis Khorasan a recruté de plus en plus de personnes qui venaient du MIT ou maintenant du PITO, donc Parti islamique du Turkestan oriental, et qui ont une forme un petit peu de revanche qu'ils veulent avoir vis-à-vis des Chinois. Mais j'ai peur que ce soit quand même très minoritaire. Mais c'est une hypothèse. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Chaudet. Mais... C'est vrai que vous avez un certain nombre d'acteurs qui venaient de la mouvance djihadiste ouïghour, mais on parle vraiment d'une poignée de personnes qui ont pu évoluer vers le djihadisme transnational et qui l'ont influencé. D'ailleurs, d'après ce qu'on voit en termes d'informations, en termes de documents qui ont pu être découverts, traduits avec le temps, il y avait eu ce désir des djihadistes ouïghours de se faire entendre des djihadistes transnationaux pendant des années, et Al-Qaïda s'était totalement opposé à cette approche, encore une fois pour une vision très pragmatique des relations internationales. Mais je crois beaucoup plus au fait que moins que l'influence de djihadistes ouïghours, c'est le fait que les relations internationales ont changé. Et de fait, on évolue vers quelque chose qui ressemble à une certaine bipolarité, où la Chine est le principal ennemi à abattre pour les Occidentaux, pour les Américains et hélas pour les Européens qui ne définissent pas leur propre politique étrangère. Et à partir de là, frapper la Chine, c'est rentrer dans ce jeu-là. Et c'est très intéressant d'un point de vue djihadiste. Encore une fois, on a eu tendance à penser que parce que Ben Laden a imposé cette priorité à la lutte contre les États-Unis, les djihadistes étaient forcément toujours anti-américains. Vous prenez al-Zawahiri et ses plans au début des années 90. Pour lui, son grand plan, c'était d'aller en Tchétchénie et d'aider au démantèlement de la Russie. Le djihadisme au début des années 90 était bien plus anti-russe qu'anti-américain. Il a évolué vers l'anti-américanisme parce que les États-Unis, c'était le moment unipolaire, c'était le moment où il fallait cibler les États-Unis, c'était les États-Unis qui étaient le principal problème au Moyen-Orient. Maintenant, les choses ont changé avec la montée en puissance d'autres forces, notamment la Chine. Frapper la Chine devient intéressant d'un point de vue médiatique et d'un point de vue géopolitique pour un certain nombre de djihadistes.
Une question et une remarque très intéressante de la part de M. Nencini, que d'ailleurs je salue d'autant plus que le 6 avril, il nous fait l'honneur et le plaisir d'intervenir sur le prochain webinaire sur la relation de l'Iran et l'Irak. Donc il dit, bon, bah, je le remercie parce qu'il dit que les échanges sont passionnants, ce qui est vrai. Il dit, vous n'avez pas du tout mentionné un acteur principal, la Turquie. Pourtant, la Turquie joue un rôle très important au même titre que l'Iran, le Pakistan, l'Arabie saoudite. Et finalement, qu'en est-il donc du rôle de la Turquie vis-à-vis de cette sorte de recomposition régionale? Alors, je peux me permettre de commencer avant M. Chodet. J'ai parlé de la Turquie, quelques secondes seulement, en tant que membre observateur de l'OCS. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je dirais que la Chine a un projet au Moyen-Orient. Euh, simple. C'est son Eric, commerce on et t'entend donc... plus. Ah, vous m'entendez pas? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah, Répète, s'il pardon, te plaît. pardon. Merci. Je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté de m'entendre, mais donc oui, il y a ce projet en gros qui est donc de faire passer son commerce et finalement d'avoir une sorte de pacification. Si vous vous souvenez d'ailleurs de la citation de Montesquieu, le commerce c'est la paix, la Chine prend plutôt l'inverse, c'est quand il y a de la paix, il y a du commerce. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Actuellement, la Chine a réussi à réconcilier deux des trois grands acteurs de la région, donc l'Arabie saoudite et l'Iran. La troisième carte à abattre, on va dire que c'est la Turquie. Mais je pense, dans l'habitus un petit peu chinois, que la Turquie est encore un acteur très lointain pour la Chine, même si c'est un État limitrophe de l'Iran. Même si la Turquie est membre observateur et presque membre actif de l'OCS, hein, même cette allégeance à l'OTAN, il y a quand même cet aspect perfide. Je me souviens qu'il y avait une interview de Bangui qui parlait justement de la perfidie de certains États de l'OTAN. C'était très clairement la Turquie dont il parlait et qui peut-être peut inquiéter la Chine à ce sujet-là. Voilà. Et je pense après, s'il y a un intérêt, est-ce que la Turquie trouve un intérêt à cette pacification entre l'Iran et l'Arabie saoudite? Je ne suis pas sûr. Parce que contrairement à la Chine, la Turquie, c'est un État, je pense, en tout cas, et je le vois comme ça, qui se veut un petit peu transcender la logique des blocs, mais qui trouve un intérêt quand même dans le conflit. C'est plutôt un État comme Dostoïevski qui disait que le monde brûle pourvu que je puisse continuer à boire mon thé. C'est pareil pour la Turquie, ils voient un intérêt assez remarquable à ce que tout le monde se détruise entre eux, ce qui est moins le cas de la Chine, mais après, je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur Chaudet à ce sujet. Je vous avoue que sur la Turquie, je fais très attention pour une raison toute simple. Je ne suis pas spécialiste de la Turquie. Moi non Donc c'est plus. vrai qu'au bout d'un moment, j'essaye de ne pas parler de tous les sujets, parce que vous voyez, pour évoquer ce que pense la Turquie de ce sujet-là, il aurait fallu aller voir ce qui s'est dit d'un point de vue diplomatique, il aurait fallu voir ce qui est discuté au niveau des think tanks, faire des parallèles avec les politiques passées sur ces sujets. Et ça, c'est en dehors de mes spécialités. Et j'attends avec impatience que des spécialistes de la Turquie se penchent sur ce type de questions pour pouvoir les lire avec grand intérêt. Du côté chinois par rapport au Moyen-Orient, et donc j'ai pu voir un petit peu ce qui se faisait par rapport à la Turquie, ce que j'avais trouvé très intéressant quand on veut parler du rapport entre ces deux pays, c'est qu'en fait, malgré tout ce qui pourrait les opposer, il y a quand même eu un travail diplomatique chinois pour qu'il y ait une entente entre les deux pays, pour qu'en fait, à force d'amabilité diplomatique et de propositions économiques alléchantes via les nouvelles routes de la soie, il y ait un changement de ton turc, notamment par rapport à la question du Xinjiang. Et là, on en revient à la défense des intérêts nationaux. Et c'est vrai que la Chine est arrivée à ce résultat-là.
pour continuer dans l'autopromotion, vous pouvez voir sur Asialist un papier justement que j'ai écrit sur Chine-Turquie, où en fait je montre ce processus qui est assez impressionnant, parce que d'habitude, quand une grande puissance se sent dans une situation de lèse-majesté, la rancœur est tenace. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des rancœurs, des difficultés entre les deux capitales, mais le pragmatisme l'a emporté, et un pragmatisme qui a été payant pour la défense des intérêts chinois à terme. Il y aura, quoi qu'il arrive, toujours des difficultés entre Turquie et Chine si un jour il y a un véritable apaisement entre Turquie et Occident. Mais pour l'instant, comme on n'y est pas, la Turquie doit retrouver cette position d'équilibre. Le jour où un certain nombre de capitales européennes et les Américains réussissent ensemble à véritablement retrouver un certain alignement avec la Turquie et vice-versa, là, la politique de la défense de la turcophonie, des peuples turcs, etc., pourrait jouer dans la faveur de la politique américaine en Asie contre la Chine. Mais ça n'est pas la logique actuelle. Justement, les Turcs ont bien compris que s'ils voulaient garder cette position d'équilibre, entrer dans une guerre idéologique avec la Chine, ça n'était pas forcément dans leur intérêt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour leur point de vue par rapport à la relation, à l'évolution des relations Arabie Saoudite-Iran? Ça ne peut être qu'une attente plutôt passive et plutôt positive pour l'instant. L'intérêt direct sur les intérêts, l'impact direct sur les intérêts turcs, pour l'instant, est limité. À mon avis, les Turcs attendent de voir. Comme d'ailleurs les Chinois eux-mêmes, on l'a évoqué plus d'une fois, même si l'accord s'effrite, ça restera toujours une victoire des Chinois. Et quand on se tourne à nouveau vers les universitaires, vers les think tankers chinois, qui ont été très prolixes sur cette question Iran-Arabie Saoudite, ça veut beaucoup dire, parce que normalement, ils parlent un petit peu moins, là, ils se sont vraiment énormément exprimés. On sait très bien les difficultés, les tensions qui peuvent exister entre les deux pays, et le fait que des pays tiers ne veulent pas forcément voir cet accord se confirmer dans le temps. Donc, on attend de voir, et à mon avis, là-dessus, les Turcs ont ce point commun avec la Chine qu'ils attendent de voir. Dernière question, parce qu'on a beaucoup de questions, mais là, on arrive au bout du temps imparti. Donc, la question, enfin, il y a deux questions liées. Qu'en est-il des BRICS? Est-ce que toute cette affaire va ouvrir le chemin à l'Iran, l'Arabie Saoudite pour intégrer bientôt les BRICS? Et deuxième chose, est-ce que ce rapprochement Iran, Chine, Arabie Saoudite, est-ce que tout cela pourrait ou pas, à votre avis, avoir un impact positif sur l'accord nucléaire et donc une forme d'amélioration des relations entre l'Iran et, appelons ça, l'Occident? Est-ce que vous souhaitez commencer, Monsieur Chaudet? Après vous, Eric. Merci. Après vous. C'est gentil de me lancer sous le bus. Sur les BRICS. Moi, j'ai un petit peu une vision assez négative des BRICS. J'avoue, je ne sais pas ce qu'il en est du côté de M. Chaudet, mais bon, si vous regardez les BRICS, l'Afrique du Sud, est-ce qu'elle a encore sa place dans les BRICS? Si vous regardez les relations qu'il y a entre l'Inde et la Chine, compliqué, hein. Si vous regardez l'évolution depuis la création des BRICS, entre la relation entre la Chine et la Russie en particulier, puis l'acteur brésilien, qui a quand même une consistance, hein, sur sa politique étrangère, c'est assez intéressant, mais là, on n'a pas le temps d'en parler. Moi, j'ai beaucoup de mal. Donc, je ne saurais dire. Je pense que ce n'est pas un enjeu en soi que de rejoindre les BRICS. Parce que c'est en fin de compte un groupe de travail plus qu'une alliance du passé. Pour moi, le présent, c'est peut-être plus l'OCS. L'Iran y a trouvé sa place, et une place assez intéressante. L'Arabie Saoudite, à mon avis, n'a aucune place dans l'OCS, et j'avoue que je ne connais pas par cœur les statuts de l'OCS, mais je ne suis même pas sûr que l'Arabie Saoudite pourrait être un État candidat.
moi, je pense que c'est une question intéressante, mais elle le serait encore plus si les BRICS étaient une alliance pertinente. Et pour moi, c'est plus le cas. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Chaudet déjà sur ce point-là. Je suis tout à fait d'accord. Je ne vois pas un grand intérêt à cette institution, pour être honnête. Bon, ça fait rêver, hein, ça fait rêver un certain nombre de personnes, notamment dans le moment unipolaire, pour dire, regardez, il y a des pôles alternatifs. Mais non, on n'est pas un pôle alternatif parce qu'on le décide, on n'est pas un pôle alternatif parce qu'on est différent, parce qu'on vient du Sud, ou non, ça n'a pas, ça n'aurait vraiment pas de grand intérêt. Sur la question du nucléaire, en fait, à mon avis, une des motivations du côté de l'Iran dans cet accord, c'est aussi de voir face aux difficultés de revenir à une situation pré-Trump, apaiser la situation au niveau régional et dans l'intérêt iranien. Maintenant, est-ce que ça amènera un déblocage du côté occidental? Peut-être, mais très, très indirectement. En fait, il pourrait y avoir un déblocage de façon assez inattendue. Je pense que je vais faire bondir un certain nombre de personnes sur leur chaise. C'est qu'en fait, on pourrait voir un déblocage si, même de façon très limitée, on voit qu'Israël suit les conseils de son ancien son ancien chef des services de renseignement et essaye de passer par la Chine à nouveau pour essayer d'apaiser un petit peu les choses avec l'Iran. Parce qu'en fait, la logique israélienne et la logique de l'administration Trump, mais qui était reprise de fait par l'administration Biden, c'était d'avoir un bloc israélo-arabe anti-iranien. Et l'Arabie saoudite devait être le grand prix à la fin. Quoi de mieux que les défenseurs des deux premiers lieux saints de l'islam dans le bloc anti-iranien? Ça aurait été une victoire symbolique magnifique. Et ça n'a pas marché. Et on a un dialogue avec l'Iran avant d'avoir un dialogue avec Israël. Et en fait, en Israël, comme dans n'importe quel autre pays, on a parlé des approches différentes, sans doute en Arabie Saoudite et en Iran par rapport à cet accord. De même en Israël, en ce moment, vous avez un gouvernement extrêmement dur, mais il faut regarder les structures qui sont là quand les élus sont dégagés et sont remplacés par d'autres. Le fait qu'un ancien chef du renseignement commence à dire que peut-être il faut essayer de parler même indirectement à l'Iran pour apaiser les choses, c'est peut-être une reconnaissance du fait que le monde a changé et que peut-être l'approche passée ne va plus véritablement marcher. Et qu'avec cette implication de plus en plus grande de la Chine, qui est un pays compliqué pour Israël parce qu'ils ont envie de tisser des liens avec eux, mais les Américains leur tapent sur les doigts assez régulièrement. Donc il y a un vrai déchirement par rapport à ça, avec, à mon avis, des discussions en interne entre essayer de faire un certain rééquilibrage sur le plus long terme par rapport à la Chine. Et dans ces cas-là, ça voudrait dire une politique différente au Moyen-Orient, ou rester dans la logique qui a été celle d'Israël au Proche et au Moyen-Orient ces 50 dernières années. Maintenant, bien sûr, le problème, à mon avis, du côté israélien, pour ce que j'en connais, ce n'est pas ma spécialité principale, c'est que quand je vois cette discussion mise en avant par rapport à la Chine, par rapport aux tensions sino-américaines, il n'est jamais totalement mis en avant ou accepté que non seulement il faudra tenir un discours différent par rapport aux autres pays de la région, notamment avec l'Iran, mais qu'il faudra aussi repenser la question palestinienne de façon beaucoup plus humaine avec un vrai processus de paix. Et ça, c'est quand même le problème. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de nouveau un vrai processus de paix, un apaisement total au Moyen-Orient sera tout de même compliqué. Mais le fait que des personnes en Israël puissent lancer ce débat, parler d'un dialogue avec l'Iran sur ces 5-7 dernières années, c'était risqué dans les médias israéliens tout de même. Il fallait oser.
s'il y a une évolution du côté israélien de ce point de vue-là, ça aura un tel impact que peut-être du côté occidental, on commencera à se poser deux, trois questions sur cette vision un petit peu bloquée de la question nucléaire. Dans un monde parfait, l'ensemble du Moyen-Orient serait dénucléarisé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à un apaisement des tensions. Pour l'instant, on reste sur un certain nombre de blocages. Il faudrait une évolution diplomatique extrêmement forte, comme ce que je viens d'évoquer, pour peut-être qu'il y ait de certaines remises en question en Occident. Le dossier nucléaire n'est pas celui que je suis en priorité sur la question iranienne. Je suis beaucoup plus tourné vers l'Asie, mais c'est ce qui est ressorti parmi les réactions sur l'accord sino-irano-saoudien. Je vais me permettre d'ailleurs de rebondir assez rapidement. Déjà, je remercie M. Leviston qui souligne le fait que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont signé un MOU avec l'OCS en vue de l'attribution d'un statut de partenaire de dialogue. C'est intéressant, il faut voir après où est-ce que ça peut aller. Est-ce que les statuts permettent d'être membre, que ce soit, je ne sais pas. Après, sur la question de est-ce que ça peut avoir un impact positif, moi je pense que c'est déjà le cas pour une raison très simple, et c'est pas un impact qui va venir de l'Iran, c'est pas un impact qui va venir de l'Arabie Saoudite, c'est un impact qui va venir de la Chine aussi directement. Parce que la Chine, en fait, est en train de s'imposer comme un acteur de médiation. Je pense que la question ukrainienne pourrait être un véritable cas intéressant sur ce sujet-là, parce que actuellement, peu de pays dans le monde sont dans la capacité de proposer un plan de paix et surtout sont dans la capacité de raisonner la Russie. Et le fait même que, comme l'a dit M. Chaudet, qu'il y ait ce débat en Israël, je pense que c'est aussi en grande majorité grâce à l'action chinoise. Et il est possible que si ça continue dans cette dynamique-là, peut-être que l'impact positif se réalise sur l'accord nucléaire iranien, je pense. Pour moi, c'est une dynamique qu'enclenche très très bien la Chine et qui risque de se poursuivre. Voilà. Je pense que... Messieurs, je tenais vraiment, sincèrement, à vous remercier pour ce débat sincèrement très riche, très dynamique. Je tiens à remercier Loïc également d'avoir eu la gentillesse d'intervenir comme il le fallait au moment opportun. Et entre nous, Loïc, tu es un véritable puits de savoir. Cher Monsieur Chaudet, je vous remercie. Je sais que là, il doit être pratiquement 1 heure du matin à Pékin. Merci d'avoir accepté de nous avoir fait cet honneur. Merci à toi, Eric. Merci à toutes les personnes et vous étiez très, très nombreux parce qu'il y avait plus de 62 personnes pour être précis qui étaient présents. Pour un webinaire, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Merci à tous et rendez-vous le 6 avril pour un autre webinaire sur les relations entre l'Iran et l'Irak. Merci à tous. Merci. Merci à vous.